Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. On déroule tout de suite le programme de l'émission. On va commencer d'abord par notre focus. C'est une initiative, vous savez, que notre partenaire Le Clémy a lancée. Ça s'appelle La Famille Tout Écran et ça a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques à tous les parents quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. On découvre un nouvel épisode de la série dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Eh bien aujourd'hui on va parler sport avec les premiers JO de robots humanoïdes et ça se passe en Chine. Bon, on voit ça avec vous dans un instant. Et puis d'abord, c'est notre grande question du jour. Former les talents de demain, là où personne ne les attend. C'est le pari de qu'est-ce qui a convaincu que l'intelligence artificielle peut être évidemment un vrai levier d'égalité des chances. On va parler orientation, technologie, ambition et puis impact aussi avec un entrepreneur engagé, vous allez le voir, qui transforme les quartiers populaires en vivier d'innovation. Il s'appelle Morad Atik. Bonjour Morad. Salut. On est très content de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le cofondateur d'Evoluliquid et donc de ce programme Qu'est-ce qu'il y a, dont on parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La Famille Tout Écran, une série qui invite évidemment à un usage maîtrisé du numérique. On découvre ça tout de suite. Maintenant, et si on formait les futurs experts de l'intelligence artificielle directement dans les quartiers? Et on vous présente aujourd'hui non pas un rêve un peu futuriste, mais bien un programme qui change déjà des centaines de vies un peu partout en France, avec des projets concrets. On va parler mentorat, Vivatech, Silicon Valley même et États-Unis. On découvre ensemble dans cette émission une autre facette de l'inclusion numérique. Vous allez voir, c'est ambitieux, c'est efficace et ça donne envie d'agir. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous, Morad Atik. Vous êtes le cofondateur d'Evoluliquid. C'est bien ça. Donc de ce programme, Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors est-ce que vous voulez bien, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites avec Qu'est-ce qu'il y a, l'ambition de départ, comment vous êtes levé peut-être un matin en vous disant mais en fait c'est ça qu'il faut le faire, c'est agir auprès des quartiers et donner l'envie aux jeunes de travailler sur l'intelligence artificielle. Ouais, très bien. Avant ça, j'ai un petit mot à dire, c'est bravo. Bravo pour cette initiative, l'École du Futur. Je trouve qu'on est dans un moment de l'histoire où on produit beaucoup de contenu. La production de contenu n'a jamais été aussi massive. Et je n'ai pas les stats en tête, mais la majorité des contenus sont obsolètes. Ils sont au niveau qualitatif, c'est pas trop ça. Et d'ailleurs, les parents se plaignent. Et du coup, vous apportez des contenus toujours très quali. Vraiment, c'est super. Donc, bravo à tous. C'est très gentil. Je m'appelle Morad Atik. Je suis un ancien prof de maths. Donc, c'est l'histoire du professeur devenu entrepreneur. Je me suis associé à mon frère à Rabat. Lui, il est ingénieur en robotique, expert de la data et de l'IA. Et depuis 10 ans, on a fondé Evoluliquid. C'est une des premières EdTech en France. On était 2 à l'époque, en 2015. On avait cette vision de démocratiser le numérique, le rendre accessible déjà chez les enfants, et d'appréhender cette transition digitale dont on parlait, dont on s'est fait frapper de plein fouet, encore plus là, ces dernières années avec l'arrivée de l'IA générative. Mais on avait une approche par le bas au niveau démographique, quoi, c'est-à-dire par les enfants. Ouais. Et avec ce postulat de se dire ce qui est possible chez les enfants, bah forcément va être plus simple chez les adultes. Et donc Evoluliquid, c'est une des premières EdTech ici en France à faire des projets autour de l'apprentissage du code, à travers du projet toujours, de la robotique, impression 3D et tout ce qui en découle. On a eu des super beaux projets, dont un avec la Maïf, le Maïf Numérique Tour. On a fait 3 fois le Tour de France, on a touché 150 collectivités, et puis donc c'était super, on s'est bien éclaté. Ensuite, on s'est posé la question, c'était quoi l'étape d'après? On s'est intéressé à l'IA. Rabat, mon frère, a fait des travaux de l'ingénierie pédagogique dans des écoles d'ingénieurs. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, l'IA, c'était l'affaire vraiment des doctorants, quoi. C'était des sujets de thèse. C'est vrai. Donc, mon frère, il a réfléchi pour rendre ça un peu plus vulgarisé et que ce soit des sujets de master, des sujets de mémoire. Et moi, voyant sa capacité à comment dirais-je, à rendre ça plus accessible, je me suis dit, il faut encore plus ouvrir cette boîte noire, finalement, et ce que j'appelle, moi, l'entre-soi de l'IA. Et je me suis dit, comment faire en sorte que ça touche plus de personnes? Et j'avais, avec l'expérience terrain d'Evoluliquid,
Je ne veux pas que ce soit que de la formation ou du contenu ou tu vois, ouvrir une chaîne YouTube ou que sais-je. Non, il faut que les gens ils touchent du doigt ces technologies-là. Parce qu'ils en étaient éloignés? Ils en étaient à la fois éloignés, et là, par contre, là, c'est tout le monde, là. Et deux, c'était trop fantasmé. On disait tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. C'est ça, et aussi l'utilité. Ouais, mais ça sert à quoi? Nos vies, elles sont bien comme elles sont, qu'est-ce que ça va apporter? Et il y a un dernier paramètre très important, vous l'avez signalé à plusieurs reprises, c'est l'impact social aussi. C'est cet entre-soi de l'IA, est-ce qu'on va reprendre toujours les mêmes personnes et les remettre dans la machine? Et nous qui sommes très axés terrain, mon histoire personnelle, je viens d'un quartier populaire. Bien sûr. Je me suis dit, il faut qu'aussi les quartiers soient des composantes de cette transition, de cette révolution digitale, à deux aspects. Les personnes qui y vivent, il faut qu'ils bénéficient aussi des innovations créées, et les personnes qui y vivent, il faut qu'ils soient eux aussi acteurs de ce changement. Vous mélangez tout ça. Et ça fait qu'est-ce qu'il y a? Shaker. Et ça fait le programme qu'est-ce qu'il y a, et on pourra entrer en détail. Ben justement, alors vous vous différenciez des autres effectivement en proposant des programmes d'initiation à l'intelligence artificielle, en proposant à ces enfants de créer notamment, et vous l'avez fait d'ailleurs en partenariat avec Vivatech ces dernières années, on va en parler dans un instant, ce qu'on peut appeler des entreprises fictives en lien avec l'intelligence artificielle. D'abord, avant qu'on en parle, je voudrais connaître votre définition d'un talent. C'est quoi un talent moral? Un talent, c'est une personne qui a un fort potentiel. Je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais comme moi je le définirais, qui a un fort potentiel et peut-être sur lequel on ne miserait pas tout de suite. Et donc, voilà, il y a du potentiel, on le sent, avec peut-être une autre verticale que celle qui est fléchée. Mais on sent qu'à moindre étincelle, ça peut faire boum et aller très haut. Votre travail, justement, au sein de Qu'est-ce qu'il y a, c'est de révéler ces talents-là que vous allez chercher dans les quartiers un peu partout en France. Comment ça se déroule, une édition, pour peut-être les enfants qui nous regardent, une édition de Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Alors, juste des petites précisions. C'est très bien documenté. C'est des étudiants en fin de cycle. Donc, c'est pas des enfants ou des élèves. Tout à fait. C'est même des adolescents. Et voire même des jeunes adultes. Voilà, des jeunes adultes. C'est vrai. Du coup, ils ont un potentiel, ils ont des compétences. Et l'idée, c'est de mettre ces compétences-là au service de leur territoire. Encore une fois, qu'on prenne des jeunes issus de ces territoires-là, donc ces quartiers, et qui soient contributifs à leur ville, à leur collectivité. En amenant leurs compétences, donc c'est mentoré par nous, on est une équipe. Je vais même faire autre chose, je vais redonner quand même des KPI, des indicateurs sur le programme Qu'est-ce qu'il y a. Donc là, on est en saison 3. On a déployé ce programme dans 15 territoires, de Lens à Marseille, en passant, actuellement, on est à Roubaix, Nantes, Rouen, Trappes, Grigny, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Colombes, Meaux, etc. On a accompagné plus de 200 étudiants à produire ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, des prototypes d'IA. C'est là où vous avez raison, on fait de l'IA concrètement pour de vrai. Le genre de projet, et rappelez-vous Philippine, vous étiez en première loge en tant que présentatrice, c'est une IA qui va réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines de la ville. Tout à fait. C'est une IA qui va lutter contre le cyberharcèlement dans les collèges et les lycées. C'est une IA qui détecte les encombrants dans la collectivité grâce aux caméras de la ville avec la computer vision. C'est quelque chose qui va vraiment améliorer la vie des concitoyens, fait par des jeunes du territoire. Et ensuite, là où je pense qu'on a été bon, en toute modestie. Non, mais j'avais développé pas mal de projets sur l'aspect technique, donc il fallait creuser pour comprendre qu'on faisait des projets de ouf. Et là, j'ai compris qu'il fallait mettre du marketing et de la communication. Donc on a communiqué à fond et on a fait des teasers vidéo, principalement sur LinkedIn, plus de 300-500 000 vues. Ça a attiré des grands groupes. Donc, quinzaine de grands groupes avec qui on travaille. On peut les citer ou pas? Vous pouvez les citer. Un petit peu certains, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font, ces grands groupes, d'ailleurs, auprès des jeunes? Ils les accompagnent, ils les mentorent? Alors, d'abord, ils financent, parce qu'il faut mettre du carburant si on veut être ambitieux. Et en France, on doit être ambitieux. Donc, on a des grands groupes comme L'Oréal, le groupe La Poste, GRDF, Thales, Société Générale, on avait Publicis et bien d'autres. Ensuite, au-delà du financement, ce n'est pas que ce qu'on recherche, et surtout pas, ils mettent des mentors qui vont leur apporter du recul à ces jeunes-là sur la production technologique du truc. Et ensuite, le marketing, il a beaucoup tourné sur le potentiel, le repousser le plus loin possible. Donc, on commence dans son territoire, on restitue le programme dans le territoire, dans la ville, dans le quartier. On avait rempli la salle municipale, 250 personnes à Trappes.
Et le maire de la ville m'a dit, d'habitude, je remplis quand Jamel Debbouze ou Omar Sy viennent. Pas pour de l'IA. Ouais, pour de l'IA. Et c'est la société civile qui vient. C'est vrai. C'est un peu tout le monde. D'ailleurs, on a vu des affiches dans certaines villes sur des immeubles. On va y venir. On va y venir. Suspense. Et juste pour terminer, pour aller vite, du local, on présente les meilleurs projets locaux de toutes ces villes que je vous ai présentées à Viva Technologie. Et après... Qui a lieu bientôt. Qui a lieu bientôt, 14 juin. Rendez-vous tous 14 juin sur la scène... du Pitch Studio. Le Pitch Studio. Vous avez l'air de bien connaître Philippine. et voilà. Et ensuite, le meilleur projet, il va à la Silicon Valley, San Francisco. C'est déjà 2 fois qu'on y va, c'est un truc de ouf. Donc, le narratif, c'est 2 trappes à la Silicon Valley. Et ça, en fait, au début, on en rêve et ça devient réalité. Donc, les étudiants de la ville de Trappes avaient été les lauréats de la saison 1. Et on est parti à la Silicon Valley. On en a fait un reportage incroyable sur YouTube avec une affiche digne des séries Netflix. D'ailleurs, c'est un projet que j'avais essayé de vendre à Netflix. Vous m'en aviez parlé, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà le narratif. C'est de la com, oui, mais derrière, quand on creuse, il y a de la substance, il y a de la technique. Et puis voilà. Il y a encore plein de choses à dire de toute façon. Ouais, je ne pourrais pas m'arrêter là. Je sais, on prolonge l'émission ou pas? On peut prolonger l'émission. On va d'abord faire un petit tour du côté de la planète tech. C'est le meilleur d'Internet, images et vidéos, c'est Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Allez, on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Morad Atik. Morad, juste avant de reprendre nos échanges, on va écouter Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Si la folie des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier vous a transporté, eh bien... écoutez cette chronique. Si vous suiviez cette fois-ci un autre événement sportif à l'autre bout du monde, eh ben vous seriez aussi transporté. C'est une expérience inédite qui nous attend et qu'attend surtout la Chine cet été, puisque le pays organise les premiers Jeux Olympiques de robots humanoïdes. Et oui, ça n'est pas un scénario de science-fiction, quoique finalement on n'en est pas très loin. Et pourtant la Chine organise bel et bien les premiers Jeux Olympiques réservés aux robots humanoïdes, le World Humanoid Robot Sports Game du 15 au 17 août prochain à Pékin. Un événement inédit qui va rassembler les robots les plus avancés du monde pour des épreuves physiques, techniques
et cognitive au sein des lieux emblématiques qui ont été utilisés lors des JO de Pékin. Alors, très surprenant effectivement comme nouvelle, mais si vous suivez régulièrement, mesdames et messieurs, cette émission, vous devez savoir que la Chine n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'une compétition a déjà rassemblé des robots humanoïdes il y a déjà quelques semaines de cela. Exactement, c'était en mars dernier, toujours à Pékin, un semi-marathon avait rassemblé quelques 12 000 participants, dont 21 étaient des robots humanoïdes. C'était une première mondiale. Et d'ailleurs, un robot chinois, Tiangong, si je prononce bien son prénom, a même terminé les 21 km en 2h40 avec tout de même 3 changements de batterie. D'autres ont chuté ou raté des virages, malheureusement. Mais c'était un vrai test d'endurance et de coordination pour ces machines, mais surtout l'occasion de faire rayonner le pays qui souhaite se placer donc en leader dans le secteur de la robotique. Et donc les JO, ce sera le niveau du dessus, j'imagine ? Exactement. On passe à la vitesse supérieure, si je peux dire. Le programme officiel n'a pas encore été détaillé, mais on sait déjà que les robots devront démontrer à la fois leur capacité motrice, donc marcher, courir, sauter, leur coordination également en lançant des objets, en les attrapant ou encore en les manipulant. On aura également leur autonomie qui sera mise à l'épreuve, puisqu'ils devront naviguer dans des environnements complexes sans assistance humaine et parfois même leur intelligence sociale en réagissant à des signaux humains. Rien que ça. Mais alors, à quoi ça sert vraiment, Lisa, d'organiser des JO pour des robots ? Parce que on imagine quand même bien que ce ne sera pas du tout à la hauteur du spectacle auquel on a assisté cet été notamment. C'est plutôt justement un spectacle ? Oui, alors pour les ingénieurs, c'est surtout un laboratoire grandeur nature. Ces compétitions permettent de tester les limites des robots dans des conditions réalistes. C'est un levier donc pour faire progresser les robots humanoïdes, notamment dans les domaines de la santé, avec les aides-soignants robotisés par exemple, ou encore la logistique ou l'éducation et l'assistance à domicile, bien entendu. Et puis encore une fois, c'est surtout un sacré coup de com' géopolitique. La Chine veut montrer qu'elle est en tête à la fois sur l'IA et sur la robotique. Merci beaucoup, Lisa. Peut-être un jour, qu'est-ce qu'il y a en Chine ? On ne sait jamais. Pour concurrencer ces robots humanoïdes. On va continuer à en parler justement avec vous. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a en Chine peut-être pour justement embrasser cette culture de l'intelligence artificielle aussi qui se développe. C'est ce que vous faites notamment partout en France et notamment dans les quartiers avec des jeunes entrepreneurs aussi. Ils créent quelque part des projets entrepreneuriaux grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle. Quelles sont selon vous, Morad, les compétences clés que les jeunes aujourd'hui devraient absolument acquérir au-delà des savoirs classiques, presque scolaires, qu'ils acquièrent aujourd'hui ? Quelles sont en tout cas les compétences, les soft skills que vous leur transmettez grâce à vos programmes ? Une qui est fondamentale et que vous maîtrisez très bien, Philippine, c'est savoir s'exprimer. C'est gentil. On vit dans un monde où les relations sociales sont importantes. Et du coup, communiquer ses idées, défendre ses idées avec respect, etc. Vraiment savoir s'exprimer correctement, c'est très important. Dans le programme, c'est une partie clé. C'est-à-dire que la finalité du projet, c'est la restitution locale, puis nationale, voire internationale à la Silicon Valley. Avant même qu'on aille creuser quelle technologie, quel type d'algorithme ils ont créé, c'est la présentation. C'est la présentation physique, orale, etc. Donc ça, c'est très, très important. Mais derrière ça, ça vient, de manière sous-jacente, ça vient souligner une chose très importante, c'est la confiance en soi. Vous êtes assise là, je vous ai déjà entendu à plusieurs reprises, vous devez sûrement avoir beaucoup confiance en vous pour gérer ce plateau-là. Et ça, c'est aussi important. C'est des étudiants, ils sont estampillés, on vit dans un magnifique pays. Il y a bien sûr quelques défauts. Ils sont estampillés de Trappes, de Grigny. C'est des marqueurs sociaux, des marqueurs géographiques qui font que, ils viennent déjà, on sent des fois qu'ils ont des poids sur les épaules. Ça me rappelle moi, à leur âge, à la vingtaine, quand je rentre dans le milieu parisien pour faire ma prépa, je suis le seul sur 37 issu d'un quartier populaire. Et après, c'est un coup de soft skills, je sais me faufiler, je sais communiquer, etc., que j'arrive à me faire une place. Le but, c'est qu'ils se fassent une place dans cet entre-soi de l'IA, mais en gardant leurs valeurs et d'où ils viennent, qu'ils soient fiers. Parce qu'on entend aussi beaucoup qui disent « Ouais, j'ai dû changer mon adresse ». Donc ça, c'est une discrimination géographique. Changer mon nom. C'est effroyable, ça. Bien sûr. Votre maman, votre papa vous a appelé Morad, Philippine, Lisa, c'est ça ? Très beau prénom. Puis on va dénaturer ça, vous voyez. Donc être fier d'où ils viennent. Et en fait, j'ai même envie de dire ensuite effacer ça. Quand je dis effacer, c'est
pour mettre en avant les compétences. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous avez présenté là une compétition en Chine et tout. Ah bon, on va parler des compétences, on va voir quel type de robots ils ont. Limite, on s'en moque que ça vienne de Chine ou des États-Unis ou de France. On veut voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a été créé. Donc ça, c'est très, très important. C'est la confiance en soi, c'est pitcher le projet, c'est ensuite l'éducation financière. Là, de plus en plus, on leur dit, bon, vous avez des projets, c'est super, c'est quoi le modèle économique? Oui. À qui vous allez vendre? Créer un business plan. Ah ouais, un business plan. Mais ça, c'est des compétences qu'on n'apprend pas du tout à l'école, Morad. Pas du tout, non. Donc, ça fait partie, du coup, de votre programme aussi. Ça fait partie du programme, c'est pour ça que c'est complémentaire à leur cursus. Eux, ils sont déjà dans des dynamiques ascendantes, ils sont dans des écoles d'ingénieurs et tout ça. Bah, ils viennent quand même se bousculer. C'est 1500 candidatures au programme Qu'est-ce qu'il y a pour 200 sélectionnés. Ils se bousculent parce qu'ils ont compris la valeur ajoutée. Et j'ajouterai une autre compétence, savoir faire du réseau. On peut être le meilleur dans son domaine, on peut savoir bien parler, mais j'ai pas de réseau. Ouais. Je cherche une alternance, je connais personne. Je cherchais mon premier taf, je veux monter et je connais pas. Parmi vos 1600 candidatures, yes. Est-ce que vous avez uniquement des jeunes issus justement de cursus déjà peut-être scientifiques et autres, ou est-ce que justement, parce que vous en êtes quand même à la 3e édition, est-ce que ça a inspiré des jeunes qui justement ne sont pas du tout, qui sont complètement hors de ce circuit-là, à vouloir essayer l'aventure? Alors, le programme Qu'est-ce qu'il y a, il a un squelette, il a une vision, par contre il est flexible et il est territorial. En fonction de la politique menée territorialement, ils vont choisir leur prototype, plus écologique, plus, je sais pas, cyberharcèlement. Là, on a développé un bête de projet avec l'OPCO, il s'appelle EduPilote, que les étudiants ont renommé à Gennevilliers, ils l'ont appelé Parcourssure. Et j'ai kiffé. C'est une IA qui aide à l'orientation scolaire. D'accord. Du coup, en fonction du territoire, voilà. Pourquoi je dis ça? C'était à Lens, où ils avaient des personnes en insertion. Donc, on a fait une promo mixte entre des étudiants chauds et des personnes qui étaient intéressées par la tech. Donc, ce n'était pas forcément le parcours, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce que ça révèle, justement, les projets des jeunes participants? Vous nous parliez, par exemple, d'un projet d'orientation scolaire, tout à l'heure aussi, de tri des déchets, etc., de gestion des encombrants. Qu'est-ce que révèlent ces projets-là sur leurs préoccupations du monde à ces jeunes? Très bonne question. On voit que les jeunes, ils veulent être acteurs déjà du futur, qui sera en vérité le leur. Et c'est marrant. Moi, je suis entre les deux. Je suis jeune, mais pas jeune comme les programmes Qu'est-ce qu'il y a. Et puis, je suis pas un vieux non plus. Mais c'est quand même une aberration de se dire que le futur, il doit être construit par des personnes en plus à la fin qu'au début. Donc, il faut que les jeunes soient partie prenante du futur qui va leur appartenir. Bien sûr. Donc, et c'est marrant parce qu'ils sont toujours dans... Ils ne sont pas là pour créer que de la valeur économique et numéraire, mais ils sont là pour que le monde change. Le monde change plutôt. Et ça, c'est intéressant. Donc, après, avec des verticales différentes, impact social, pour créer plus de cohésion entre les humains, et impact écologique, beaucoup. Il faut qu'ils se posent la question, oui, mais... comment ça va consommer? Ce que je ne me posais pas, moi, comme question il y a 20 ans. D'autant plus qu'on en parle régulièrement, d'ailleurs, avec Lisa dans cette émission, il y a un véritable impact écologique de l'intelligence artificielle. Exactement. Est-ce que vous le prenez en considération aussi avec vos étudiants? Alors déjà, on voit que la portée des projets, et les projets en eux-mêmes, c'est réduire le gaspillage alimentaire, donc de manière effective et factuelle, mais aussi de manière économique, parce que cet argent, on estime qu'il peut être alloué à d'autres causes, trier les déchets, améliorer la voirie, etc. Ensuite, sur la nature des algorithmes, ce qui est bien, c'est que le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas de l'IA générative. Je m'explique, c'est de l'IA traditionnelle. Donc, ils vont coder pour de vrai. D'accord. C'est pas des trucs tout faits où, justement, je fais des requêtes avec l'IA générative. Ça a été prouvé, par exemple, faire une requête sur chercher une adresse. Il faudrait peut-être mieux la chercher sur Google, parce que ça va consommer 70 fois moins. ChatGPT, il est là pour vraiment apporter un peu plus de valeur. Et nous, les jeunes, là, ils sont un peu à la mano, ils créent leur algorithme, etc. Et ils s'aident de l'IA générative pour parfaire les choses. Alors, Morad, l'innovation, elle est souvent associée à la technologie. Bien sûr. Pour vous, c'est quoi une innovation humaine ou sociale, d'ailleurs, réussie? Est-ce que c'est forcément lié à l'impact? Pas forcément. Hein. C'est une bonne question. Et j'ai envie de dire, je pense que ça a évolué en fonction du temps. Si vous posez la question il y a 20 ans, je pense que... Alors, j'ai dit pas forcément, je vais me contredire. Je pense que là, maintenant... c'est d'actualité, ça va de pair. Il faut que l'innovation
elle améliore la vie alors, il faut la jouer collective. C'est-à-dire qu'il faut que ça améliore ma vie et ceux qui les utilisent, mais il ne faut pas que ça impacte, je dirais, la vie des autres. Là où avant, l'innovation, elle servait juste voilà, je sais pas, à monter les escaliers plus rapidement ou lire mieux, ou que sais-je. Là, maintenant, on se pose la question, ce n'est pas une innovation, je pense, telle que ça devrait l'être si je cause du tort à mes voisins ou aux pays voisins ou au monde entier. Donc il y a un sens de la responsabilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous aviez carte blanche, Morad, pour transformer un aspect de l'éducation... Ouais. Vous avez 4 heures. Pour transformer un aspect de l'éducation nationale. Alors vous me diriez peut-être, j'aimerais bien qu'est-ce qu'il y a soit diffusé dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, évidemment. Mais par où vous commenceriez? On parlait tout à l'heure justement de ces compétences qui sont absolument nécessaires, selon vous, pour préparer les jeunes au monde de demain. Vous parliez de l'art oratoire, de l'éducation financière, entre autres. Demain, vous êtes nommé ministre de l'Éducation nationale, vous faites quoi? Là, j'allais faire une allégation, une allocution en tant que futur ministre de l'Éducation, Madame Borne. Voilà, non, mais plus sérieusement, il y a quelques éléments en tant qu'ancien prof de maths. Je pense que un truc tout bête, hein, ça va vous paraître bateau, mais la bienveillance. Franchement, on est sur des enfants, sur des jeunes, ou même la société, on sort dehors. La bienveillance, je vais faire le bisounours, être gentil. On manque de ça aujourd'hui. Oui, on manque de ça. Mes anciens collègues professeurs, ils n'étaient pas gentils. Je caricature, il y avait des super belles âmes. Lisa, en conseil de classe, j'ai vu des professeurs s'acharner sur des élèves. C'était malveillant. Et ils le savent très bien dans le milieu scolaire. Donc, déjà, avoir peut-être... Après, bon, c'est lié à des frustrations, à des conditions de travail. C'est pas facile d'être prof. Tout à fait. Un gros big up aux professeurs. Mais bon, il faut peut-être prendre du recul sur un élève qui a 12-13 ans, qui peut être en souffrance, peut-être encore plus jeune. En maternelle, j'ai entendu des choses incroyables sur des... Voilà, donc vraiment, comment faire en sorte de... Nous, en tant que de professionnels de l'éducation, transmettre de la bienveillance, de la collaboration entre élèves, la vie qu'on va leur proposer. Elle n'est pas facile, elle sera peut-être de plus en plus difficile. Il faut avoir cet aspect un peu collectif, un mindset d'entraide. Je vous jure, si on arrive à faire ça, tout le reste, en vérité, c'est du bonus. Ça sera gagné. Ouais, c'est ça. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est tout ce qu'on vous souhaite aussi, exactement. Avec ce programme. On se donne rendez-vous quand à Vivatech? Alors, exactement. Je donne là le calendrier. Rapidement. Avant ça, une petite dédicace à Asus. Pourquoi Asus? Parce que c'est nos partenaires pour la saison 3. Et au-delà d'être un partenaire, ils ont fourni aux jeunes des machines, leur dernier Asus, qui font de l'IA. Qui leur permettent de travailler sur leur projet. En fait, c'est pas un petit joujou. C'est que nous, on est ambitieux. Je vous ai expliqué le type d'algorithme. Et vraiment, avoir des machines, ça valorise aussi les jeunes. Ils ont des machines compétentes. Et du coup, et derrière l'esprit d'Asus, qui est vraiment... collaborative avec Leslie et Sandra, si elles m'écoutent, j'espère, une grosse dédicace, parce que c'est ce que je disais, il y a de la bienveillance, il n'y a pas que du commercial, il y a cette envie de faire changer les choses. Donc vraiment, je tenais à le souligner. Et les prochaines dates, 14 juin à Vivatech. À Vivatech. Tout le mois la semaine prochaine, je ne sais pas ça va diffuser quand, mais 21 mai, 22, 23 dans les territoires, 14 juin Vivatech et 23 juin, cérémonie de clôture. On remplit les salles. L'année dernière, il y avait 800 personnes pour la cérémonie de clôture du programme Qu'est-ce qu'il y a? Venez tous, vous êtes bienvenus. Venez tous. Et voilà, merci beaucoup en tout cas, Morad, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Lisa, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis, ainsi qu'à Édouard Denio d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours dans l'École du Futur. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.